Chers Atelier Soul, bonjour! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore et parle de la mort et du deuil sous toutes les coutures. Et pour cet épisode, nous allons aborder ensemble pour la première fois ici le deuil périnatal. Alors je ne suis pas seule pour cet épisode, je suis accompagnée de Laura qui va se présenter, mais juste après mon petit disclaimer. Et oui, il me semble vraiment important de vous rappeler que je ne suis pas une professionnelle du deuil ni du funéraire et que mon podcast est un lieu pour ouvrir la parole et tenter de lever les tabous autour de la mort, du deuil, et peut-être, en tout cas je le souhaite très fort, de permettre aux endeuillés de trouver un espace de réconfort. Et le sujet du deuil périnatal peut être un sujet sensible, voire très sensible pour vous. Il est possible qu'au cours de ce podcast, nous abordions des choses difficiles, alors s'il vous plaît, prenez soin de vous et n'ayez pas peur de faire des pauses ou même de quitter cet épisode si cela devient trop compliqué. Alors Laura, bienvenue sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vas aujourd'hui et comment tu te sens pour ce podcast? Bonjour Zoé, bonjour à tous. Écoutez, je vais très très bien aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir aborder ce sujet du deuil périnatal puisque pour moi c'est un sujet dont on ne parle pas assez et le fait de ne pas en parler assez, ça vient pour moi maintenir ce tabou un peu autour de ce sujet-là. Donc je suis très heureuse de pouvoir en parler avec toi Zoé aujourd'hui. Je suis très très contente aussi de t'accueillir sur ce podcast. Vraiment, je pense que c'est le futur un peu d'Atelier Time. de pouvoir aborder tous les sujets autour du deuil et de la mort avec des professionnels, en fin de compte. Les auditeurs qui nous écoutent actuellement ont cliqué sur cet épisode qui s'appelle Laura Doula. Mais je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est une doula. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer et du coup un petit peu présenter ce que tu fais dans la vie et puis finalement un peu qui tu es, une part de toi en tout cas. Ok. Alors déjà, une doula, c'est une personne qui accompagne les couples ou les personnes seules du désir d'enfantement, d'avoir des enfants, jusqu'au postpartum, donc pendant la grossesse et le après aussi. Elle apporte un soutien vraiment émotionnel, elle vient toujours en complément d'un suivi médical. Elle s'occupe pas du médical, mais c'est plutôt le soutien émotionnel, répondre aux questions qui parfois on n'ose pas poser justement au corps médical. Et ça permet de faire vraiment des choix en conscience sur la grossesse, de savoir quelles possibilités s'offrent à nous quand on attend un enfant, quand on souhaite avoir un enfant, et du coup prendre les bonnes décisions en faisant des choix vraiment éclairés. Il faut savoir aussi qu'il y a des doulas qui sont spécialisées sur l'accompagnement du deuil et de la fin de vie. Ça s'appelle les Tanadoulas. Et je trouvais ça chouette d'en parler aujourd'hui. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, enfin surtout aussi avec ta vision de femme, c'est certain, mais aussi cette vision de doula, qu'ensemble on va évoquer du coup ce sujet si difficile que peut être le deuil périnatal. En tout cas, une partie, puisque ce sujet est extrêmement vaste. On va déjà commencer par poser quelques bases. C'est quoi, pour toi, le deuil périnatal? Alors, pour moi, le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son enfant, que ce soit pendant la grossesse, et même, je dirais, avant et après. On en parlera du coup parce que pour moi, ça peut déjà commencer quand on a l'envie d'avoir un bébé et que chaque mois, on se rend compte que le test est négatif. Pour moi, le deuil périnatal, il peut déjà commencer là parce que c'est un souhait qui est tellement fort que en fait, mon test négatif tous les mois, si ça fait 1 an que j'essaie d'avoir un enfant, en vrai, c'est déjà un deuil à faire sur ça. En préparant ce podcast, je t'avoue que je m'attendais pas trop à ce que tu me dises que le deuil périnatal c'est aussi avant la grossesse. Par rapport à ce que tu as dit, quand le fait de voir les tests négatifs à chaque mois, etc., c'est vrai que maintenant, en fait, qu'on en parle, je vois un peu mieux où peut se trouver le deuil avant la grossesse. Et alors moi, j'ai une idée que je vais partager là, on va essayer d'approfondir un peu le sujet. En fait, pour moi, il y a le temps. Le temps qui fait partie pour moi des injonctions qui reposent sur l'épaule des femmes, cette fameuse horloge biologique qui tourne et qui fait que ces tests négatifs à répétition peuvent être extrêmement difficiles parce qu'on a cette pression en fait en tant que femme de devenir maman. Pour une grande partie de la société, c'est une obligation, c'est un passage, on n'a pas le choix.
Mais voilà, et puis effectivement, c'est quand en tant que femme, on veut un enfant, ben, c'est l'horloge biologique qui tourne, c'est un enfant qui viendra pas à l'instant où on aurait aimé qu'il soit là. Donc effectivement, le deuil, c'est tout ça. En tout cas, c'est ma vision, là, à l'instant T, par rapport à ce que tu dis de ce deuil périnatal avant la grossesse. Mais est-ce que pour toi, il y a d'autres situations auxquelles tu penses qui pourraient faire écho à des personnes qui nous écoutent? Alors oui, je pense aussi, à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux évidemment, aux injonctions sociales, à être maman. Mais du coup, par rapport aux réseaux sociaux, alors on voit de plus en plus de vidéos où, de femmes qui souhaitent avoir un enfant, qui nous montrent, mois de septembre, test négatif, septembre, octobre, novembre, négatif, négatif, négatif. Et en fait, et même pour les parcours de PMA, ça se voit de plus en plus, ce genre de vidéos. Donc déjà, ça, je trouve ça chouette. Le seul truc qui me froisse un peu, c'est que à la fin de chacune de ces vidéos, le résultat, même après 3 ans, il devient positif. Et c'est là où je pense à la femme qui, elle, est encore dans son résultat négatif. Et ben juste de voir ça, et ben ça vient lui remuer en elle le fait que elle est encore sur son résultat négatif, que elle est encore sur ce deuil qu'elle a fait peut-être la semaine dernière en se disant putain ben non j'ai eu mes règles, voilà. Donc les réseaux sociaux, ben c'était C'est ça ce que en tu fait. voulais dire? J'aurais dû dire plus. Bah, j'ai l'impression que ça peut être autant une source de soutien parce que quelque part ces vidéos-là elles donnent quand même un petit peu d'espoir, je pense. En tout Mm. cas à certaines personnes, si elles arrivent à le voir et à y voir de l'espoir là-dedans, je pense que c'est important. Mais c'est vrai que c'est un énième rappel Mm. que en tant que femme, il faut être maman, il faut être enceinte, il faut être capable de faire des enfants, etc. etc. Et effectivement, je pense que ça en rajoute quoi. Ça en rajoute encore et encore sur, sur cette injonction à être maman, sur le fait que notre rôle c'est un peu ça quoi. C'est encore nous réduire un peu à ce truc là quoi. Enfin, et puis c'est revivre l'échec en fait. C'est revivre l'échec systématiquement parce qu'on a l'échec de la grossesse loupée entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais à chaque fois qu'on a nos règles. Mais à chaque fois qu'on voit ces femmes qui, après tant d'échecs, réussissent, ça nous rappelle encore le nôtre. Ouais, exactement. Et puis de voir toutes les personnes qui peuvent tomber enceintes autour de nous, ça doit être aussi encore plus terrible de dire oui, ouais, c'est bien, je suis contente pour toi, mais c'est vrai que ça me rappelle encore une fois mon propre échec, quoi. C'est ça, et on parlait tout à l'heure de culpabilité, justement. Et là, quand tu dis ça, je pense forcément à... Imagine donc, ou ceux qui nous écoutent n'ont même pas à imaginer peut-être, que tu es dans ton souhait d'avoir un enfant, que tu es dans ton deuil justement d'avoir ce résultat négatif de test de grossesse. On t'annonce quelqu'un de proche de toi, quelqu'un peut-être que tu vas aimer vraiment très fort, t'annonce qu'elle est enceinte. En fait, il, il peut y avoir de la culpabilité. Bien sûr, t'es heureux pour elle, mais bien sûr que t'as le droit de ressentir le putain, mais merde, mais moi, en fait, ça me fait chier et c'est normal parce que ça vient te rappeler que toi, c'est ce que tu souhaites le plus au monde, mais que toi, ça ne t'arrive pas. Donc, du coup, tu peux te dire ah, mais je suis pas quelqu'un de bien à me dire que je devrais juste être contente pour elle. Mais non, c'est juste ok. Et ça, j'ai envie de le rappeler aussi à ceux qui nous écoutent. C'est normal de se dire j'arrive pas à être contente parce que moi, ça vient me faire trop de douleur, quoi. Voilà. C'est normal de craquer en fait même. Ouais. Enfin, la situation elle est hyper difficile et c'est qu'à un moment c'est normal de craquer, que ce soit craquer parce que ta meilleure amie ou ta soeur t'annonce qu'elle est enceinte et qu'ils sont trop contents que c'est la belle vie machin etc. C'est hyper violent finalement qu'on t'envoie un peu le bonheur des autres à la tronche. Je pense que ça peut être très très difficile à recevoir et puis fatalement ça me fait penser à tous ces parents parce que on peut ne pas avoir d'enfants vivants mais être parent malgré tout, même s'il s'agit que d'échecs à répétition, quelque part on est quand même parent malgré tout. En fait tous ces parents qui craquent, que ce soit le père, que ce soit la mère, ou les deux mamans d'ailleurs, ou les deux papas,
qui craquent parce que en fait ils veulent des enfants et ils osent pas en parler, ils vivent des échecs à répétition, voire des fausses couches, et ils sont tout seuls et ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils essayent et que ils en peuvent plus. Et en fait toutes les injonctions qu'on leur envoie dans la tronche, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la famille, parce que la famille peut être hyper alors c'est pas malveillant mais c'est hyper maladroit de demander ah ben c'est pour quand le petit-fils machin, enfin, c'est voilà quoi, enfin c'est hyper dur quoi, c'est tout le temps un rappel qu'ils y arrivent pas quoi. Donc je comprends que ce soit normal de craquer et d'un moment dire en fait ça fait 5 ans qu'on essaye, ça fait 3 fausses couches qu'on subit et qu'on vit, etc. Et que il faut que vous arrêtiez parce que c'est compliqué pour nous quoi. C'est là où je pense que ça serait chouette qu'il y ait un peu une éducation qui se fasse, alors soit directement dans sa famille ou dans son entourage propre, à dire aux gens... en fait, c'est tellement dommage qu'en effet, des couples se sentent obligés et contraints de dire, écoutez, on n'arrive pas à avoir d'enfants, pour telle ou telle raison, peu importe, mais de se sentir obligé de dire, on n'arrive pas à avoir d'enfants, on en rêverait d'en avoir un, mais on n'y arrive pas, de le dire parce que autour d'eux, il y a cette pression de justement, quand est-ce que vous nous faites un petit-fils ou... en fait, il y a des couples qui font le choix de garder ça pour eux, parce que de parler des difficultés à avoir un enfant, ils se disent peut-être que ça peut leur rajouter une pression, de se dire si je leur dis j'ai envie d'avoir un enfant mais qu'on n'y arrive pas tous les mois, peut-être ma meilleure amie va me dire alors est-ce que tu as eu tes règles, alors est-ce que tu es enceinte, ça va rajouter une pression. Donc certaines personnes font le choix de se dire pour pas me rajouter cette pression, je n'en parle pas. Et quant à le papa, la tata, le tonton, la mamie, le machin, qui te dit à chaque repas de famille, mais alors, quand est-ce que vous nous faites? Mais que ce soit un premier ou même un deuxième, parce qu'on peut avoir des difficultés pour un deuxième ou un troisième, si on a un souhait de deuxième ou troisième, peu importe, de devoir balancer, on n'y arrive pas parce qu'on en a ras le cul, désolé d'être vulgaire, mais parce qu'on n'en peut plus d'avoir ce genre de remarques qui sont, comme tu disais, c'est pas de la malveillance, c'est juste que les gens ne sont pas au courant. Et on a besoin, je pense, d'être éduqué là-dessus, à éviter de sortir ce genre de phrases parce qu'on ne sait pas ce qui se joue pour le couple, on ne sait pas déjà s'ils ont envie d'avoir un enfant ou pas, parce qu'en fait, ça appartient à personne à part au couple de choisir s'ils veulent un bébé ou pas. Donc voilà, ouais, pour moi, il y a un gros manque d'éducation sur ce sujet-là, et je pense que le fait, en effet, de taire toutes les interruptions, de faire de ce sujet-là, du deuil, un sujet tabou, eh bien, ça vient encore une fois minimiser cette éducation qu'on pourrait avoir. Évidemment, si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas savoir, et donc sortent ce genre de phrases à la con que personne n'a envie d'entendre. Voilà. J'irais même plus loin en fait, parce que ce qui me fait peur maintenant qu'on a abordé le sujet, c'est que même une fois que un couple annonce sa difficulté et ose parler de cette difficulté, que ce soit mal reçu. On a tellement eu en fait, dans l'histoire de la femme avec un grand F, de tout notre temps, cette espèce de position de pondeuse, en fait, hein, c'est violent, mais c'est ça, hein, et d'oser dire qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est avouer un peu son incapacité, et ça peut être très très difficile et très, très challengeant de le dire, mais ça peut être hyper mal reçu, parce que du coup on peut nous renvoyer à la tronche ce fameux truc de t'es pas capable de faire ce pourquoi t'es né, quoi, en gros, hein, c'est un peu ça presque. Et ça peut être encore plus violent d'avoir à faire ce travail-là, cet aveu à sa famille, à ses proches, parce que les proches en question peuvent être encore plus violents en fait, parce qu'ils ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que t'es pas déjà en PMA, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, ils vont me donner des tips et des conseils et des machins et des trucs à plus savoir quoi en faire, des tips de toutes sortes qui peuvent même en plus mettre en danger ta santé mentale, ta santé physique, etc. Enfin, ça peut être hyper mal reçu en fait, et je pense que c'est là aussi de l'éducation à avoir, c'est que à un moment donné, la stérilité, c'est pas une maladie, enfin ça peut être dû à une maladie, mais c'est un état pour moi,
Et physiquement, tu peux pas avoir d'enfant, mais ça t'empêche pas d'être parent, de fait, parce que t'as essayé, parce que t'as voulu, mais ça t'empêche pas aussi d'être parent par mille et une autres façons, en fait. C'est à toi de créer ce rôle de parent pour le transmettre dans la matière une fois que tu l'as voulu et que t'as tout fait pour le faire, même si ça a marché ou pas d'ailleurs. Enfin, donc ça c'est le volet un peu avant, pendant la grossesse. Mais il y a toutes les difficultés qu'on peut recevoir et subir et vivre euh, par rapport à une grossesse, un deuil, en tout cas un deuil périnatal, y arriver tardivement dans la grossesse, voire après. Parce que, je n'ai pas d'enfant. Je pense que c'est un petit point à évoquer important. Je n'ai pas d'enfant, donc et je ne sais pas si j'en veux. Mais c'est vrai que le sujet du deuil périnatal me touche particulièrement et je pense que il me touche parce que ça touche tout le monde, Exactement. parce que c'est la famille, parce que c'est notre vie, parce que c'est comme ça que chacun de nous est vivant. Donc voilà. Et pour moi, il y a même beaucoup de soucis par rapport à... Est-ce que c'est un problème éducationnel? Peut-être. Est-ce que c'est un problème de mémoire transgénérationnelle, etc. D'histoire, en fait? Peut-être aussi un petit peu. Mais le deuil périnatal après la naissance, que ce soit la naissance d'un enfant mort-né, qui doit être déjà extrêmement difficile. J'ai lu plusieurs témoignages de mamans qui ont été obligées d'accoucher de leur enfant mort-né. Est-ce que c'était un choix ou pas? Je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas assez calée médicalement parlant pour dire si c'est mieux d'accoucher de son enfant mort-né ou d'avoir une interruption médicale de grossesse. Je sais vraiment pas. Mais c'est vrai que de là où je me place, j'ai l'impression qu'accoucher d'un enfant que tu sais déjà mort, passer un certain temps avec ton enfant décédé dans ton corps, ça doit être une épreuve terrible. Rien que d'en parler, ça remue des choses en moi. Je pense que ça fait peur. Ouais, ça fait très très peur. Et ça doit être extrêmement difficile de vivre ça. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de violence institutionnelle de plein de... qui peut venir de n'importe où. On parle beaucoup des VGO, donc les violences gynécologiques et obstétricales, d'accouchements qui se font avec une péridurale qui fonctionne qu'à moitié ou qui est mal posée, des sages-femmes qui demandent à la maman d'arrêter de hurler parce qu'elle a mal. Enfin, tout un tas de choses. Et là, pour le coup, je vais évoquer que des choses soft. Par rapport à ça, c'est déjà extrêmement compliqué, mais alors quand tu accouches d'un mort-né ou que tu vis le fameux et terrible, la terrible mort subite du nourrisson ou quoi ou qu'est-ce, en fait tu vas avoir une espèce de... Je sais pas si on peut dire pression, mais en tout cas, on va te poser des questions. On va te demander ce qui s'est passé. Même si vous étiez pas là au moment où votre enfant est décédé, il pouvait être chez la nounou, à la crèche ou n'importe où, on va vous poser des questions à vous, on va remettre en cause votre rôle de parent, on va vous demander si vous avez secoué votre enfant, on va vous demander si vous avez fait du mal à votre enfant, on va vous demander si vous avez aimé votre enfant. Enfin, en fait, il y a plein de choses, que ce soit médicales ou par rapport à ces situations-là qui peuvent faire intervenir pompiers ou policiers ou quoi ou qu'est-ce. Il y a une non prise en charge de l'état psychologique des parents, enfin, en tout cas d'extérieur, hein, par rapport à ce que moi je sais, parce que peut-être que y a des parents qui ont vécu ça. D'ailleurs, si vous avez envie d'en parler, surtout si vraiment ça vous appelle, soit participez à un cercle de parole, soit prenez le micro et parlez-en, parce que vraiment je pense que c'est important. Ça peut aider d'autres personnes et permettre de détabouiser le sujet. Mais vraiment, je pense que c'est important. Et puis, toutes les choses aussi qu'on peut faire pour soi en tant que parent, pour essayer
d'accepter pour essayer de vivre au mieux ce deuil, que ce soit dans l'instant présent ou pour le futur. Faites-le, peu importe ce que c'est. Faites-le. Je pense que vraiment, c'est... Vous regretterez jamais d'avoir pris votre enfant en photo. Jamais, jamais, jamais. Je sais que sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup des photos de nos disparus qu'on a pris, voilà, les photos de mariage, ceci, cela, avec des personnes qui nous manquent, autour desquelles on peut travailler d'ailleurs avec Atelier. Mais vraiment, osez prendre vos morts en photo, quel que soit leur âge, quelle que soit la violence probable de cette photo. En fait, c'est pas du tout quelque chose de morbide de prendre son enfant en photo ou n'importe quelle photo de deuil et de mort, que ce soit un cercueil, que ce soit votre mort dans le cercueil, que ce soit votre enfant, peu importe l'état dans lequel il est, si vous ressentez ce besoin, là, faites-le. Que ce soit des photos, des vidéos. Même je sais que mon père a beaucoup enregistré avec un micro les cérémonies d'enterrement qu'on a pu vivre. Et je crois qu'on les a même jamais écoutées. Mais en vrai, le fait de savoir qu'elles sont là, c'est comme beaucoup ce que je dis dans les précédents podcasts, ça reste une preuve. C'est une preuve. C'est une preuve que le décès est réel, que votre expérience est réelle, que ce ne sont absolument pas des affabulations ou que ce que vous ressentez maintenant, c'est réel. Et que vraiment, 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 c'est hyper important de faire tout ce que vous pouvez et ce qui vous parle en fait, et ce qui vous pensez que vous feront du bien, que ce soit dans l'instant présent ou pour votre futur, ben faites-le en fait, vous posez même pas de questions. Et même ça peut aller donc effectivement à ces fameuses prises de photos, ces souvenirs, que ce soit de garder une chaussette du tout petit et de l'encadrer, ou de prendre ces fameuses photos ou ces vidéos. Mais ça peut être aussi d'oser faire des soins. Oui, alors complètement. Quand tu parlais tout à l'heure d'accouchement de mort-né, le couple a vécu un accouchement. La maman a fait passer son bébé dans son bassin. Elle a eu cette ouverture et je ne sais pas si vous connaissez les soins Rebozo. Ça va être des soins qui vont vraiment venir recentrer une personne, plutôt des femmes, mais sur une étape de sa vie. On fait des soins Rebozo pour le deuil aussi. On fait des soins pour des déménagements. Pour vraiment, dès qu'on va avoir un passage, c'est un rituel de passage. Donc là, en l'occurrence, vous avez 2 passages qui se produisent quand vous accouchez d'un enfant mort-né. Vous avez le passage du bébé dans votre bassin. Vous naissez en tant que mère aussi, si c'est votre premier. En tout cas, même que ce soit le deuxième ou le premier, vous devenez une nouvelle fois maman. Donc vous avez le passage du bébé dans votre bassin, où là, ça peut être vraiment intéressant de refermer. Et vous avez aussi ce deuil que vous vivez. Donc franchement, le soin Rebozo pour les femmes qui ont vécu un deuil périnatal, qui ont dû accoucher d'un bébé mort-né, ou peu importe, que même si c'est justement une mort après la naissance de votre bébé, ça viendra refermer et recentrer et refermer quelque chose qui peut vous faire vraiment du bien. Donc c'est quelque chose que je vous conseille. Je parle d'une expérience. Il y a une maman qui, après avoir perdu son bébé, n'arrivait plus du tout à dormir. Elle était vraiment, évidemment, meurtrie par ce qui venait de lui arriver. Et elle dormait plus. Et pendant ce soin Rebozo, où elle a été vraiment accompagnée comme il fallait, choisissez bien aussi les personnes qui vous feront ce soin, elle s'est endormie en fait. Et rien que ça, voilà, ça peut vous faire passer un peu, je peux pas dire à autre chose, mais en tout cas vous amener sur autre chose. En tout cas, voilà, les soins Rebozo, que ce soit tout ce qui vous appelle, le soin, le fait aussi, tu parlais de prendre des photos aussi du bébé, au-delà du fait d'avoir l'image, mais ne serait-ce que de faire ce rituel, ça peut être aussi le fait d'avoir un photographe qui vient pour ça, qui est spécialisé là-dedans aussi. Ne prenez pas n'importe quel photographe, parce que c'est quand même des moments qui doivent être respectés, et il faut aussi avoir l'habitude pour le photographe. Mais ça peut être vraiment un moment de rituel, de se dire ok, on prend des photos comme on aurait fait aussi avec un autre enfant,
Et on ancre en effet ce qui est là, quoi, avec des photos. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure que euh, quand la mort touche un enfant, souvent, il y a deux réactions au niveau des parents. Il va y avoir aussi du déni, ce qui est complètement OK et qui est... Enfin, voilà, chacun a son ressenti. Il peut y avoir du déni et du coup, on va souvent avoir des parents qui vont se dire OK, on fait comme s'il n'y avait rien eu. On nomme pas ce bébé, on garde aucun souvenir de ce bébé-là. Vraiment, on l'efface. Et donc voilà, il y a cette façon d'accueillir le deuil. Et puis il y a l'autre où au contraire, on va le nommer, garder des souvenirs. Et j'ai envie de dire que peu importe la façon dont vous accueillerez votre deuil, elle sera légitime parce que ce sera votre façon à vous, en fonction de votre vécu à vous. Et tu parlais des photos, mais c'est vrai que avoir une photo, ça peut, en cas de regret, avoir quand même un petit ancrage, d'avoir un souvenir comme tout ce que tu crées d'ailleurs. Ça peut quand même aider parce que sur le coup, on a peut-être envie d'un peu de déni, ce qui est normal parce que ça fait partie des étapes du deuil de toute façon. Mais on peut avoir après, plus tard, après des années, envie quand même de replonger dedans pour passer à autre chose. Et puis, j'ai presque envie de... Alors, j'ai une idée. Peut-être que si Julie nous écoute, elle nous dira ce qu'elle en pense. Franchement, les photos, en fait, vous pouvez même les faire après. Et faire des photos de votre corps, de maman, de femme, et même votre couple, après. Parce que ce soit une grossesse arrêtée très tôt, ou une grossesse menée à terme, mais un enfant qui n'est pas là, en fait, votre corps, il porte cette naissance, parce que malgré tout, c'est une naissance. Donc peut-être que aussi l'image de votre corps à vous peut être très très importante dans ce souvenir-là, en fait, parce que vraiment, je pense que j'ai très très envie de vous envoyer vers la cabane en reflet parce qu'elle fait ce travail très très bien. Alors, je suis pas sûre qu'elle parle du travail de deuil, mais c'est vrai qu'elle parle beaucoup du rapport au corps, de la grossesse, de l'importance de ces séances-là. Mais très honnêtement, je pense que avoir une séance post-natale de maman, avec son ventre qui n'est pas complètement remis, avec les cicatrices, avec tout ce que ça peut comporter en fait et induire, peut-être que ça peut aussi constituer un souvenir, une preuve, et puis aussi en fin de compte votre image par rapport à vous-même et d'accepter cette situation que vous êtes maman mais vous n'avez pas d'enfant vivant. Vraiment accepter votre corps et de remercier aussi ce corps malgré tout, malgré l'épreuve que vous devez traverser. Votre corps, il est quand même là. Votre corps, il est toujours là, il vous porte quand même, et peut-être que c'est aussi lui qui vous permettra de continuer, peut-être aussi de retomber enceinte, peut-être aussi d'avoir un autre enfant, etc. etc. Et là, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, mais parce que ça, c'est un peu notre personnalité. Mais ton idée, je la trouve géniale quand tu parlais de séances photo famille avec le papa, parce que le papa qui souvent est oublié, et même nous, là, tu vois, on a tendance au final à l'oublier. Le fait de faire ces séances-là avec le papa, lui, il n'a pas les changements dans son corps, mais dans son cœur, il a pourtant tout ça, quoi. Il avait toutes ces projections avec son bébé, ou peut-être il a déjà tenu son bébé dans les bras lui aussi, puis qu'il l'a plus maintenant dans ses bras. Donc, en effet, une séance en couple, parce que le couple, le couple, il le vit aussi, ce truc-là, et ça vient jouer dans le couple, évidemment, quand il y a une perte comme ça. Donc, ça peut être aussi un moment de reliance dans son couple et de soutien, de vivre cette alors, il y a la photo, comme tu dis, il y a un soin d'eux, il y a un cercle de parole en couple. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui devraient... il devrait y en avoir plus, mais... Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça en préparant ce podcast, mais en fait, c'est vrai qu'on pense rarement à ce fameux couple dans ce deuil-là. On pense beaucoup à la maman, voire au papa de façon très scindée, en fait.
dans leur solitude, etc. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du couple, ça peut être si difficile de vivre ce genre de situation. Je suppose que ça doit être facile, hein, peut-être de... J'en sais rien. En tout cas, tu dois à un moment donné peut-être rejeter la faute sur l'autre. Ou te dire, ou justement rejeter, ou prendre toute la charge culpabilisante sur tes épaules, que ce soit le papa ou la maman d'ailleurs, parce que ça peut être complètement l'un ou l'autre en fonction des situations. Et encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je dis beaucoup papa et maman, mais ça peut être maman et ça peut être papa et papa. On peut complètement se détruire en tant que couple dans une épreuve comme ça. À part les cercles de parole, là pour le coup, et peut-être éventuellement un suivi psy, peut-être avec un psy spécialisé en couple, en thérapie de couple. Est-ce qu'il y a vraiment des... Tu vois, comme on parlait du soin rebozo, mais le soin rebozo c'est beaucoup pour les femmes, je suis pas sûre que les hommes le fassent. Je sais pas en fait. En tout cas, je trouve que ça rajoute un peu à la dimension du deuil, dans le sens où quand tu perds un parent, quand tu perds un frère ou une sœur ou un grand-père ou peu importe, on connaît le processus. On commence à avoir un peu l'habitude. Ça fait partie de la vie, c'est normal, c'est dans le bon sens des choses. Alors que là, en tant que couple, perdre un enfant, bah effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas non plus parlé, mais il y a une notion c'est pas trop naturel, on le dit souvent, c'est pas dans l'ordre des choses de perdre son enfant, de voir son enfant, de voir enterrer son enfant avant soi-même. Il y a toujours un truc, c'est pas normal, c'est absurde, c'est pas juste, c'est complètement... ouais, c'est ça, c'est absurde, quoi, vraiment, c'est le mot le plus fort qui me vient. C'est complètement absurde. Mais après tout, avec la mort, il n'y a pas vraiment non plus de règles. Donc, tu vois? C'est ça aussi. Ben, est-ce qu'on l'oublie un peu? Un peu. Ce que tu viens de dire me fait penser aux phrases qui peuvent être dites quand justement il y a une annonce de fausse couche ou de perte d'un enfant. C'est une phrase qui est hyper dure à entendre pour les parents parce qu'on m'en a déjà parlé. C'est ah mais si t'as perdu ton bébé c'est qu'il n'était pas fait pour c'est que c'est la nature qui fait ça et cette phrase là c'est jamais dit de façon malveillante évidemment, mais elle fait très mal à entendre quand tu viens de perdre ton bébé. Donc voilà. J'ai envie d'en parler, ça peut faire aussi partie un peu de l'éducation, qu'on disait tout à l'heure. C'est des phrases qui sont souvent dites au couple. Si vous l'avez perdu, c'est qu'il n'était pas viable, ou c'est qu'il il aurait été en mauvaise santé, ou il aurait eu un problème. Mais en fait, en tant que parent, quand tu vis le deuil, tu n'as pas envie d'entendre ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Non, puis ça n'enlève absolument pas la douleur et l'absurdité de la situation, en fait. C'est pas que ça n'a aucun sens, parce que oui, la réalité d'une fausse couche, pas tardive pour le coup, je pense. Quoique, je sais pas, en fait. Il me semble que quand c'est des fausses couches entre 0 et 3 mois, c'est plutôt le cas. Mais après, je suis moins sûre, du coup. Est-ce que c'est pas plutôt dû à des maladies ou à des choses... Je ne sais rien, en fait, je sais pas. Mais en tout cas c'est une chose qui est sûre, c'est que ça n'enlève absolument pas la douleur et l'absurdité de la situation, et que c'est effectivement le genre de choses qui peut être très très compliqué à recevoir. Ouais. En venant, il y avait un sujet que tu avais envie d'aborder. C'est en fait toutes ces injonctions, ces règles ou ces traditions, en fait ça dépend comment on les appelle, comment on veut les appeler. Tel que par exemple, il ne faut pas annoncer sa grossesse avant 3 mois, par exemple. Toutes ces choses en fait qui à la fois font planer une sorte de pression, même une très très grosse pression parfois sur les parents, de cette possibilité d'une grossesse non viable, donc une probable fausse couche, mais aussi qui enferment beaucoup dans la solitude les personnes qui doivent affronter ce drame, et surtout dans les situations où du coup ils sont très très seuls puisque personne n'est au courant. Il y a une omerta en fait autour de ce sujet-là en fait. Exactement. Et ce qui vient renforcer pardon, justement le tabou autour de ça. Déjà, le fait de pas on nous dit souvent hein, de pas annoncer en effet la grossesse avant les 3 mois. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'avant 3 mois, déjà, on considère un peu moins. En fait, en tant que femme enceinte, déjà, on est un peu moins considéré, et même en tant que couple, hein,
parce que dans les 3 premiers mois, il se passe des trucs de fou. Je je sais de quoi je parle. Et du coup, il y a aucune considération là-dessus, du fait que ce soit «tu». Mais après, c'est un choix de l'annoncer ou pas. Mais du coup, le fait de ne pas le dire avant, eh bien, pour moi, ça vient emmener vraiment plein de trucs à réfléchir. Ça vient déjà taire le nombre d'interruptions de grossesse qui se produisent avant ces 3 mois-là, parce que, forcément, si on ne l'a pas dit à l'entourage, je ne sais pas s'il y a une interruption qui arrive, qu'on va en parler derrière en général. Enfin, ça, je parle d'expérience, puisque quand j'accompagne des femmes qui viennent me voir, si elles n'avaient pas dit, si elles n'avaient pas dit qu'elles étaient enceintes avant les 3 mois, c'est pas quand il y a une interruption qu'elles vont en parler autour d'elles. Donc déjà, voilà, ça vient taire et renforcer le tabou, en fait, sur ce sujet-là. Et ça vient aussi un peu minimiser la douleur de la perte, parce qu'en fait, quand on nous dit n'en parlez pas avant 3 mois, ça veut dire qu'en gros, c'est normal, limite, et c'est OK si ça arrive avant 3 mois, c'est que c'est courant. On vous avait dit de ne pas en parler, et donc voilà, pour moi, ça vient aussi minimiser le truc. C'est quoi ces 3 mois? Ça sort d'où? Évidemment qu'il y a plus de risques pendant la grossesse, mais en fait, que ce soit à 3 mois, 6 mois, ou c'est quand même un deuil, c'est quand même une perte. Et, et tu en parles souvent de ça, c'est qu'il n'y a pas de... Dans le deuil, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de... Un deuil, c'est un deuil, quoi. Voilà. C'est ça, mais d'autant que quand ça arrive, effectivement, avant ces fameux 3 mois où on n'a pas nécessairement parlé, en tout cas à ses proches, je pense notamment à ses propres parents, finalement, qui peuvent ne pas être au courant. Et quand on ose annoncer cette fausse couche, ben, c'est un peu double peine à la fois pour les parents qui du coup apprennent à la fois la grossesse et du coup cet arrêt de grossesse, et qui du coup, j'ai l'impression que c'est aussi double peine pour les personnes, en tout cas les parents qui ont envie de devenir parents. Parce que du coup, ben, je pense que ça doit amener un peu la culpabilité, à la fois la culpabilité de ne pas l'avoir dit avant, et puis peut-être aussi potentiellement, en fonction de la façon dont c'est reçu par les autres, ben, un peu de la culpabilité de dire qu'on est en train de vivre un deuil périnatal et que c'est hyper, et ça peut être hyper compliqué en fait, Ouais. autant dans la réception que dans le vécu, quoi. Exactement, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, alors vraiment par expérience, il y en a très peu qui vont du coup passer le cap de dire ce qu'ils vivent, mais quand ça arrive, euh, il y a des réactions de proches qui vont souvent être: mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'aurais pu être là. Et donc ça vient encore plus rajouter de la culpabilité. Et voilà, enfin, c'est moi, c'est vraiment un encouragement pour moi de choisir les personnes à qui on a envie. euh, je dis pas de... Enfin, chacun fait exactement ce qu'il veut, mais je me dis que c'est chouette de pouvoir se dire, ok, qui dans mon entourage pourrait me soutenir, que ce soit dans du bon comme du mauvais, et à qui j'ai envie d'en parler, en fait, que ce soit voilà, d'annoncer la grossesse, parce que déjà, quand on apprend qu'on est enceinte, on a... Enfin, ça dépend des personnes, encore une fois, mais on a souvent envie de le partager, parce que c'est quand même une bonne nouvelle à la base. Donc on a envie de le dire aux personnes qui sont proches, pour qu'elles puissent aussi savoir ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Donc ce qui peut être chouette, c'est de se dire, ok, qui pourrait me soutenir, peu importe ce qui se passe. Et aussi, on peut se poser la question, quelle personne, j'aimerais que ce soit quelle personne qui me soutienne si je vivais la perte de mon enfant. Et c'est à ces personnes-là, en fait, que ça peut être chouette de le dire avant les premiers mois. Évidemment, j'ai aussi des personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit qu'ils en avaient parlé dès le début de leur grossesse, dès leur connaissance, en tout cas, de la grossesse, et qui se sont dit j'aurais mieux fait de pas en parler, parce qu'en effet il y a eu un deuil, et qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu éloignées et pas forcément dans le soutien, voilà, elles auraient préféré que ce soit en effet des personnes plus proches. Donc c'est là où ça peut être intéressant et important de choisir vraiment les bonnes personnes à qui on le dit, mais quand même savoir qu'on est soutenu, ça peut changer aussi son expérience avec le deuil périnatal. Ouais, finalement, c'est plus ça en fait. C'est pas tant des choses qu'on pourrait faire, parce que les choses qu'on peut faire quand on est face à un parent endeuillé, ben, c'est plutôt aux parents de l'exprimer, je pense. Même s'il le sait pas trop, je pense que déjà le fait d'être là, le fait de penser à eux, le fait d'exprimer un peu son soutien, c'est déjà bien.
c'est plutôt les choses qu'il faut pas faire, quoi. Mm. Pour pas aggraver un peu la situation, voire remuer un peu le couteau dans la plaie avec ces fameuses phrases qu'on peut balancer comme ça, qui parfois effectivement peuvent vouloir être bienveillantes, mais qui sont pas du tout, qui sont hyper dures à recevoir, quoi. Mais c'est exactement comme les conseils non sollicités qu'on dit. Et là, franchement, je parle même pas de grossesse, hein, c'est dans la vie de tous les jours. C'est un peu une petite confession que je fais là, mais pendant longtemps, je me suis dit pourquoi je prends mal pourquoi je le prends mal quand on me donne des conseils que je n'ai pas demandé, donc des conseils non sollicités. Mais parce qu'en fait, pour moi, et c'est vraiment propre, et vous pouvez me dire si, franchement, avec plaisir, j'ai trop envie d'avoir des retours là-dessus, mais parce que à chaque fois que je reçois un conseil non sollicité, je le prends comme un jugement. Je n'ai pas demandé d'aide. Ou alors peut-être je me suis confiée sur un truc, ça me va peut-être ça me va pas, donc l'autre pour m'aider va me donner un conseil, mais quand je demande pas un conseil, si on m'en donne un, franchement je le prends comme un soit comme un jugement de ok bah change ça parce que ça tu le fais pas bien, ou une incapacité de ma part. En fait je le prends pour moi. Je sais pas si c'est à tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas c'est ce que ça fait écho en moi. Ça me fait me dire je fais pas bien, je fais mal. Et franchement, hein, moi qui ai des enfants, quand j'ai été pour la première fois maman, la première grossesse, ces conseils non sollicités, je les prenais mais en mode je suis une mauvaise mère, faut faire hyper gaffe à ça. Enfin, on te demande pas, ne viens pas dire. Et ça fait aussi un peu le truc de je sais mieux que toi, je suis supérieure. Enfin, c'est pour moi les conseils non sollicités. Autant quand je demande un conseil, je suis trop heureuse de pouvoir avoir un avis extérieur et je le prends vraiment avec plaisir. Mais quand je demande pas, ça vient me heurter en fait. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais ouais, je sens ça peut vite dévier en jugement ou en. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça fait beaucoup écho au cercle de parole et aussi d'éducation. Moi j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup interpellée et qui en tout cas donnait du sens. Alors je dis pas que c'est la vérité, que c'est une vérité absolue, mais c'est vrai que c'était un bouquin qui en gros disait que les femmes ont besoin de parler alors que les hommes ont besoin de solutions. Et c'est un peu ça aussi. Et je pense que même quand on est dans un couple homosexuel, il doit y avoir un peu une part de ça, mais en fait, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun. Et il y en a certains qui vont avoir besoin de s'exprimer, de parler, de déballer un petit peu pour pouvoir se vider, et d'autres qui vont avoir besoin d'être plus dans le faire, d'avoir des solutions, d'avoir des choses concrètes à réaliser pour justement avoir ce même processus de déballage un petit peu, entre guillemets, en tout cas de réorganisation, qui, euh, qui fait... Qu'est le deuil. Pour moi, le deuil, c'est de la réorganisation. Mais voilà, en fait, c'est... Mais encore une fois, je pense que ça fait partie des choses que les endeuillés doivent exprimer le plus possible, même si je sais que voilà, quand t'es en deuil, il y a des fois où t'as absolument aucune idée de ce qui peut t'aider, quoi. En fait, moi, j'ai un peu l'impression que par rapport au deuil périnatal, il y a une trop grande différence entre perdre un enfant, que ce soit avant, pendant ou après la grossesse, et quelqu'un qu'on perd parce que bah, il a été malade, parce qu'il a eu un accident, parce qu'il est mort de vieillesse, etc. Déjà, que perdre quelqu'un en dehors du fait que ce soit un enfant, perdre un proche, c'est hyper compliqué et ça peut aussi amener, je l'ai déjà un peu évoqué dans les précédents podcasts, ça peut amener à des conflits, ça peut amener à beaucoup de maladresse de la part des proches, etc. Mais quand il s'agit d'un enfant, d'un bébé ou d'un fœtus, j'ai l'impression que y a, je sais pas si on peut dire que c'est encore pire, mais il y a une espèce on veut pas en parler, on n'ose pas en parler, on a peur en fait, on a hyper peur à la fois de cette situation, mais quand ça arrive, je pense que ça chamboule tellement qu'on sait plus en fait, on n'a plus d'idée de qu'est-ce qui pourrait aider, qu'est-ce qui pourrait faire du bien, comment interagir, comment agir en fait avec les parents, puisque c'est les principaux concernés.
Et puis même par rapport à soi, je pense que ça doit faire énormément écho quand on a des enfants soi. On se dit: «Mais ça aurait pu m'arriver, ça pourrait arriver encore», peu importe l'âge des enfants finalement, je pense qu'en tant que parent, c'est une question qui doit angoisser beaucoup et c'est vrai qu'en fait, déjà en tant qu'endeuillé, c'est pas simple, mais en tant qu'endeuillé d'enfant, ça doit vraiment enfin, c'est hyper terrible et je me demandais si, hem, en fait, ce serait pas bien qu'on aborde, toutes ces questions-là, en fait. Comment est-ce qu'on aimerait être soutenu en tant que parent dans cette situation-là? Qu'on l'ait dit ou pas, en fait, que ce soit une grossesse interrompue ou un enfant mort-né ou peu importe, en fait et comment on aimerait et par qui on aimerait être soutenu? Qu'est-ce qui peut, aussi éventuellement aider les personnes qui vivent ou ont vécu un deuil périnatal à sortir de la solitude, en fait. Il y a trop de tabous autour de ce sujet-là du deuil périnatal pour moi. C'est déjà un tabou en soi, la mort, c'est déjà un tabou, le deuil, on sait pas trop comment être ni accompagner les endeuillés. Mais je pense que là, comme ça touche tout le monde, qu'on ait eu envie à un moment donné d'un enfant ou pas, qu'on ait fait le choix de le faire ou qu'on ait fait le choix de pas en faire, je pense que c'est trop sensible, en fait. C'est trop sensible pour tous et pour tout le monde et je pense que c'est un peu ça la question. J'ai peut-être, en tout cas, c'est le 1er sujet qu'on peut aborder, c'est peut-être éventuellement celui-là. C'est par qui, comment, avec peu importe en fonction du contexte, de toute façon, il faut tout adapter mais voilà, toutes les petites choses qui peuvent aider, en fait, à vivre ce deuil. Alors pour moi qui, organise des cercles de parole, évidemment que j'ai envie de dire que la parole, va libérer et va faire du bien. Le fait enfin pas forcément la parole d'ailleurs, c'est souvent l'écoute qui est le plus important, mais le fait de pouvoir parler de ça et évidemment que si personne n'est au courant dans l'entourage, on rumine et ça sort pas en fait et on reste seul avec ce truc hyper dur. Hem j'ai accompagné une maman qui, l'avait dit à qui en a parlé à personne. J'étais la seule au courant et en fait, elle a été soulagée. Elle a été soulagée que je sois au courant et elle a été soulagée qu'elle ait une personne à qui elle aussi, elle puisse en parler. Donc pour moi, le meilleur, moyen de déjà de vous faire accompagner quand si ça vous arrive ou d'accompagner aussi quelqu'un, qui vous en a parlé, c'est juste déjà d'être à son écoute ou, de pouvoir en parler. Mais juste dans l'écoute, vraiment, on a tendance, à souvent, vouloir poser des questions pour montrer qu'on est intéressé à ce que la personne dit. Mais, le fait d'interrompre quand quelqu'un se confie, mais ça vient souvent aussi la couper dans ce qu'elle a besoin de sortir. Donc juste d'être à l'écoute, hem, pour moi, c'est hyper important. Ça peut être, voilà, avec une personne en qui vous avez entièrement confiance. Ça peut être, aussi dans des cercles de parole. Dans les cercles de parole, ça peut être, justement des cercles qui réunissent des personnes qui ont vécu ça et dans ce cas-là, vous allez vous sentir tellement moins seul. Ce sera pas justement un sujet tabou puisque toutes les personnes qui seront là auront vécu ce dont vous vivez vous aussi. Donc les cercles de parole, ça peut être vraiment, vraiment, un bon soutien pour vivre ces épreuves-là. Des cercles de parole d'ailleurs que tu organises déjà régulièrement. Tu fais principalement des cercles de femmes, je crois. Est-ce que tu peux, un peu expliquer finalement, rapidement ce que c'est un cercle de parole, Ouais, peut-être? bien sûr. Alors les cercles de parole, bien sûr, ils vont être différents en fonction de la personne qui va l'animer, heu, qui qui va le proposer. Moi, j'aime vraiment, que la parole soit libre, mais surtout, c'est l'écoute qui va être pour moi le plus important. On parle souvent de la médecine de la parole, mais c'est l'écoute qu'il y a derrière pour moi qui est le plus bénéfique et c'est aussi l'écoute du récit des autres qui va nous dire: «OK, elle aussi elle vit ça. OK, elle aussi elle ressent ça. Je me sens moins seule», parce que souvent on est seul face à nos problèmes et donc dans ces cercles, on se déjà on a forcément une confiance avec les autres personnes, et les personnes aussi nous donnent leur confiance en libérant leurs paroles face à nous, en se livrant
Et donc voilà, les cercles de parole, c'est ça, on s'assied en cercle. Alors moi, c'est vrai que ça va être des cercles de femmes, mais je rêverais de pouvoir faire des cercles mixtes parce que les hommes, ils ont tellement besoin aussi d'avoir ces espaces-là. Hem, Ça va être voilà, j'aime bien plutôt les cercles libres. Il va y avoir des cercles de parole avec des sujets. D'ailleurs, ça pourrait être le cas ça pourrait être, un cercle sur le deuil périnatal, ça pourrait totalement, exister et ça existe d'ailleurs. Voilà, ça pourrait être, mixte, enfin, il y a vraiment plein de sortes de cercles. Ce que j'aime dans les cercles de femmes et c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est la sororité qui naît de ces cercles. Heu, Parfois, il y a des même celles qui viennent pour la première fois se disent: «OK, dans quoi j'ai mis les pieds? Qu'est-ce que ça va être?» Puis au final se retrouvent à: «Oh là là, ça m'a fait tellement du bien d'avoir de la bienveillance d'autres femmes, d'avoir écouté les récits des autres et qu'au final, elles ont osé parler, en toute vulnérabilité. Du coup, moi aussi, j'ose être moi-même pendant ce temps-là» et pour moi, c'est des vraies, parenthèses du quotidien qui font que, OK, la société, on s'en fout, on est juste qui on est et on est accepté aussi comme on est et pour moi, ça fait juste un bien de fou, voilà, rien que d'en parler, je me sens déjà mieux. Bref, voilà, c'est ce qui vibre pour moi, en tout cas pour le moment. Donc, voilà, ça peut très bien être dans un cadre de deuil aussi périnatal. Franchement, le fait de se retrouver avec des personnes qui vivent la même expérience, qui sont dans l'écoute et dans la bienveillance, je pense honnêtement que ça peut être très, très bénéfique. Et pas que pour la mère, hein, parce qu'il n'y a pas que la mère qui vit le deuil, encore une fois. Pour le couple, ça peut être aussi pour des gens qui sont proches de, je sais pas, votre sœur vit ça, votre meilleure amie, et vous savez pas comment l'accompagner. Vous êtes légitime de venir aussi et de voir qu'est-ce qui joue en vrai pour les personnes qui le vivent et du coup, qu'est-ce qui ferait que telle chose lui ferait du bien ou voilà, ça peut aider de toute façon. À partir du moment où vous venez dans un cercle avec de la bienveillance, vous êtes la bienvenue. Le ou la bienvenue. Ça me fait penser qu'il faut que je prenne ma place pour le prochain. Avec plaisir, elle t'attendra ta place. Ah bah ouais. C'est vrai que pour en avoir fait, en tout cas en plus avec toi, c'est vrai que c'est vraiment très très libérateur et il y a un côté... en fait, c'est un peu ce que je cherche à faire aussi avec le podcast Atelier Time, c'est cet espace-là où on peut se déposer, où on a le droit de tout balancer, de tout, parfois de tout vomir. Des fois, on a besoin un peu, hein, la parole est un peu, voilà, on avait donné, enfin, tu avais donné, premier que j'ai fait, l'image du fil, de la pelote qu'on tire, qu'on commence à tirer en essayant de parler, et puis, en fin de compte, il y a plein de choses qui déroulent, et puis même des choses auxquelles parfois on s'attendait absolument pas. Et ça, c'est vrai que c'est très très chouette et c'est vraiment très très libérateur. Donc, très franchement, si vous avez l'occasion, que ce soit avec Laura ou avec quelqu'un qui vous appelle, en tout cas, quelqu'un avec qui vous sentez que vous pouvez être à l'aise, que vous sentez que vous pouvez avoir confiance, etc., et bien franchement, réfléchissez même pas, allez-y. Et puis, si vous voulez retrouver Laura et voir, et ben peut-être participer à un de ces cercles, comment on fait, Laura? Comment on fait? Alors, c'est très très simple. Déjà, sur Instagram, c'est là où je vais mettre le plus d'infos. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram à Doula Mama, Doulamama, mais je crois que tu mettras avec le petit LH à la fin. Tu mettras ça dans la description, Joey, je crois. Voilà, et puis venez voir, parce que c'est vrai que pour venir, quand on ne connaît pas dans ces espaces-là, il faut se sentir en pleine confiance avec la personne qui le propose. Il faut adhérer aussi à son univers. Donc, c'est chouette de pouvoir découvrir. Donc vraiment sur Insta, vous verrez des petites vidéos d'immersion, des cercles, des retraites, même si c'est pas des choses qu'on va beaucoup filmer puisque ça appartient au moment et aux personnes qui le vivent. Mais vous aurez déjà des petites indications. Venez m'envoyer des petits messages, je vous répondrai avec grand, grand, grand plaisir. Merci pour cet échange. Merci vraiment, vraiment de t'être exprimé autour de ce sujet. J'espère vraiment que tes mots et tes idées atteindront des personnes qui peuvent en avoir besoin, que ça fera sens et que ça créera du lien. Je vous invite, chers Ateliers Soul, à partager cet épisode s'il vous semble que ça fait écho, en tout cas, en vous. Mais aussi, surtout, si vous avez pensé à des personnes en particulier en écoutant Laura, partagez-leur cet épisode et courez rejoindre Laura sur son Instagram, évidemment. Je vous mettrai les infos dans la description comme d'habitude. Là, le dernier mot qui me vient, et c'est complètement ça, c'est de l'intuition. J'ai envie
d'inviter, ceux qui nous écoutent à suivre leur intuition et à se dire que si vous pensez que ça vous ferait du bien d'en parler, tout en fait, tout ce qui vous ferait du bien, beh, suivez votre intuition. En général, elle ne se trompe pas et que ce soit participer à des cercles ou découvrir, ce milieu-là si vous ne le connaissez pas ou juste, suivez votre intuition. C'est un petit peu comme un conseil ou une invitation en tout cas que j'ai envie de dire là. Merci beaucoup. En attendant, on se retrouve, pour le prochain épisode qui sortira dans 15 jours évidemment et comme d'habitude, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous.